Peut-on situer l'origine de la médecine chinoise à une période précise? C'est pas facile exactement de dire quelle période, parce que c'est vrai, il faut dire médecine traditionnelle chinoise basée sur l'expérience. En fait, on connaît la médecine chinoise à l'étranger surtout par l'acupuncture. Les premiers visiteurs de la Chine ne voyaient que l'acupuncture, ne voyaient que les choses visibles. On dit le premier livre de Huang Di Médecine, c'est considéré presque comme une bible pour la médecine chinoise. Est-ce que je peux faire là? Comment lui rendre cette place? Parce que la pharmacopée chinoise prend une place importante dans la médecine chinoise. Les choses naturelles et très à la mode. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la nature est dangereuse. L'énorme plus de la médecine chinoise, c'est qu'on prend en compte le symptôme, même s'il ne correspond pas à une maladie en médecine occidentale. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour, bienvenue. Dans Parlons-en, depuis tout petit, un enfant chinois entendra ses parents lui dire « il faut se coucher tôt le soir et se lever tôt le matin, c'est bien pour la santé ». Il ne faut jamais boire de l'eau froide, mais de l'eau tiède, car c'est bien pour la santé. Et toujours pour la bonne santé, il faut faire de la gymnastique pour les yeux entre les cours. Il faut se balader après les repas. Et tout cela vient justement des préceptes de la médecine chinoise. C'est dire que le quotidien d'un Chinois est intimement lié à cette médecine qui prend sa racine dans la culture traditionnelle chinoise. En Chine, les hôpitaux de médecine occidentale et de médecine chinoise coexistent. Certains grands hôpitaux possèdent à la fois des services de médecine occidentale et de médecine chinoise. Et il nous est facile de remarquer quand on visite un grand hôpital de médecine traditionnelle que, bien que traditionnel, il possède généralement des équipements de diagnostic modernes, tels que les rayonnements divers, l'échographie, le scanner, la coronarographie, l'IRM et autres dispositifs. L'hôpital de médecine chinoise est loin de l'image de l'herboristerie, bien qu'on continue à y prescrire des plantes chinoises. À l'étranger, l'intérêt pour la médecine chinoise est aussi devenu une réalité extraordinaire. On constate depuis quelques années une forte demande des patients désireux de faire appel à une médecine alternative et complémentaire, notamment dans le domaine de l'acupuncture, une des branches thérapeutiques de la médecine chinoise. Et pourtant, expliquer à un médecin conventionnel en Occident quand on souhaite utiliser d'autres méthodes pour se soigner en complément de la médecine occidentale reste parfois un sujet tabou. Comment et par quelle médecine les Chinois se soignent au quotidien? Comment être sûr de l'efficacité de la pharmacopée chinoise? De quelle manière cette médecine traditionnelle se transmet de génération en génération en Chine? Et qu'en est-il de sa transmission, de sa formation ailleurs, à l'étranger? Et les différences fondamentales qui existent entre la médecine occidentale et la médecine chinoise sont-elles des barrières infranchissables pour aller vers une alliance des deux? Dans ce numéro de Parlons-en, nous continuons à nous intéresser à ce vaste sujet, la médecine chinoise. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur Wang Zhiwei, Madame Wang Defeng et Madame Catherine Bollon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Wang Zhiwei, vous vous êtes formé à la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise, spécialiste d'endocrinologie à l'hôpital Ruiqing, où vous y pratiquez à la fois la médecine occidentale et chinoise. Aujourd'hui, vous êtes chef à la clinique médicale Wang Zhiwei et professeur à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Wang Defeng, vous avez obtenu le diplôme de recherche de l'Académie de médecine traditionnelle chinoise de Beijing en 1988. Vous avez décidé de vous installer en France où, en 1997, vous créez l'Académie Wang de médecine traditionnelle chinoise pour transmettre votre savoir-faire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le traitement de la douleur en médecine traditionnelle chinoise, ouvrage de haut niveau destiné aux médecins et aux praticiens expérimentés. Catherine Bollon, vous êtes médecin généraliste. Vous avez intégré l'Académie Wang en 2012. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en.
Bonjour. Merci. De plus en plus de gens s'intéressent à la médecine chinoise. Avant de commencer cette émission, je vous propose de regarder un reportage dans lequel les stagiaires de Dr Wang Deux des stagiaires que nous avons rencontrés la dernière fois ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'apprendre la médecine traditionnelle chinoise et ce qu'ils veulent apprendre dans cette médecine. Je vous laisse découvrir le reportage. Je m'appelle Nicole Dubourg, je suis cadre de santé, infirmière, je suis à la retraite depuis 5 ans. Je me suis toujours faite soigner en médecine traditionnelle chinoise, mais essentiellement par l'acupuncture depuis de nombreuses années. Mais j'ai voulu découvrir de plus près ce qu'était la médecine chinoise, puisque j'ai connu le Qigong. Et donc j'ai voulu savoir le fonctionnement de l'énergétique. Donc je me suis intéressée à la médecine chinoise et c'est la première fois que je viens en Chine et à Pékin, c'est fantastique, c'est une aventure fantastique. Je suis là pour le stage, oui, on apprend des choses, c'est inespéré de pouvoir venir, c'était à ne pas manquer, c'est vraiment la médecine traditionnelle telle que je pensais qu'elle était, en complément de la médecine occidentale, vraiment elle a toute sa place partout dans le monde et c'est dommage qu'elle ne soit pas plus connue parce que vraiment et je parle en tant qu'ancienne professionnelle de médecine occidentale, elle est le complément, je vais dire, indispensable. C'est vrai que de venir le voir sur place, de venir le voir vraiment chez des personnes imprégnées de la culture, c'est quand même une autre approche. Ce sont des patients qu'on voit en consultation avec des pathologies, voilà, ce sont des vraies maladies, même si nous ne sommes pas médecins, nous découvrons toute l'énergétique au travers de la poncture, au travers de toutes les consultations qu'on suit. Les médecins sont très coopérants, les équipes aussi, on essaie d'être discrets, mais je ne sais pas si nous le sommes trop, parce que c'est vraiment d'une telle joie d'être là que voilà, c'est passionnant, vraiment passionnant. Alors, je m'appelle Amandine Ramette, je suis étudiante en 2e année de chinois à la fac, et en même temps je fais médecine chinoise. Je m'intéresse à la médecine depuis j'ai 18 ans. J'ai commencé à 18 ans la médecine chinoise. Et mon but, ce serait plus tard, quand je serai bilingue un jour, de lire les textes classiques pour aller vraiment puiser à la source la médecine ancienne. C'était intéressant de mêler le voyage en Chine et en même temps la médecine chinoise pour pratiquer la langue et la médecine en même temps. Là, on n'était que en acupuncture pour le moment, mais on a quand même vu comment ça se passait avec les patients qui arrivent, les consultations, les soins. Et c'est vraiment différent d'avec chez nous la médecine chinoise, justement, parce que vu que c'est pas reconnu, on le pratique tout seul chez nous dans notre cabinet. Alors que là, c'est vraiment à l'hôpital, c'est vraiment la médecine d'ici, qui est toujours appliquée et en même temps qui est combinée avec la médecine occidentale et les nouvelles technologies pour encore améliorer la médecine chinoise. Donc c'est super intéressant, quoi. Pour les gens qui veulent apprendre la médecine traditionnelle chinoise, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des connaissances sur la médecine occidentale ou générale, ou n'importe qui peut commencer leur apprendissage? On doit avoir une ligne de base. Je pense qu'à notre époque, la ligne de base, c'est la médecine occidentale. Parce que c'est plus facile. Et après ça, c'est pourquoi je dis, je recommande qu'on commence les cours au 3e cycle. Parce qu'une fois obtenir les connaissances de la médecine occidentale, et après on peut continuer comme on fait des dessins. Et Picasso commence à faire des dessins corrects. Et après, il fait des dessins transformés. Yeah. C'est fait les formations de médecine chinoise en Chine déjà traversé différentes périodes. Alors, moi, c'est fait, je suivais l'éducation médecine chinoise sur la fac de médecine traditionnelle chinoise de Pékin. Par contre, dans ma famille, nous me transmettons cette médecine, je suis la 8e génération. Et pendant que je fais la formation, fais l'étude de médecine traditionnelle chinoise à la fac, en même temps, je suivais, souvent le samedi, dimanche, je suivais les consultations chez mon grand-oncle.
Et c'est une autre façon de transmettre. Et bien sûr, je dis que par de curiosité, je souvent demande la famille, eux, comment l'apprendre. Et normalement, c'est une façon de transmettre entre le maître et l'élève. C'est pas comme maintenant, c'est le professeur et étudiant. C'est la différente façon de transmettre. Et en France, alors, c'est difficile. Est-ce qu'il y a maintenant, il n'y a pas de formation dans les universités, de formation spécifique à la médecine? Dans un trajet normal d'étudiant en médecine, il finit sa médecine et il n'entendra pas parler de la médecine chinoise s'il ne fait pas la démarche. Maintenant, s'il veut faire la démarche, il y a plusieurs possibilités. Pour les médecins, il y a ce qu'on appelle les diplômes d'université. C'est-à-dire que c'est des formations en 2 ans, parfois 3 ans, qui viennent donner une forme de capacité supplémentaire. C'est pas vraiment... Donc ça existe en acupuncture. Il y en a un pour les plantes aussi, en pharmacopée, qui, je crois, sur Paris. Et puis, il y a les écoles de médecine traditionnelle qui ouvrent beaucoup plus sur la conception même de cette médecine, comment elle se place, ce qu'elle veut essayer de résoudre. Donc, c'est beaucoup plus riche. Je vous pose cette question parce qu'offrir des possibilités de se former à la médecine chinoise, ça demande d'abord qu'il y ait une reconnaissance au départ. Donc, comment ça se passe alors à l'étranger aujourd'hui? Je sais que beaucoup de gens maintenant en privé s'intéressent à l'acupuncture parce qu'on voit les effets de l'acupuncture. Mais en milieu universitaire, en milieu médical et en France, par exemple, je pense au Conseil national de l'ordre des médecins, quelles sont leurs positions à l'égard de la médecine chinoise? Vous qui, justement, vous êtes médecin généraliste. Je dirais qu'il y a les 2 extrêmes, souvent. Les gens peuvent être emballés, mais même trop, comme si vraiment tout va être résolu par cette médecine, ou alors très sceptiques. Et au milieu, il y a une attitude qui est plus neutre, enfin plus ouverte en fait, qui cherche à comprendre, à connaître, J'ai lu par exemple en 2002 l'Organisation mondiale de la santé, dont l'OMS a défini la médecine traditionnelle chinoise comme comprenant diverses pratiques, approches, connaissances et croyances sanitaires, intégrant des médicaments à base de plantes, d'animaux et de minéraux, de traitements spirituels, des techniques manuelles, exercices, appliquées seules ou en association, afin de maintenir le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. Donc, ils ont défini ça, cette médecine, en 2002. Il y a des avancées quand même dans la reconnaissance de la médecine chinoise. Et par exemple, en 2010, l'UNESCO a inscrit l'acupuncture et la moxibustion de la médecine traditionnelle chinoise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Toute cette reconnaissance-là montre qu'on essaie de lui donner un petit peu de place, de légitimité. Professeur Wang, comment expliquer la médecine chinoise par exemple, à une culture qui est complètement différente, qui a un esprit différent? On disait tout à l'heure que la médecine chinoise est très liée à la culture chinoise, à la culture traditionnelle, au taoïsme, mais peut-être que pour les Chinois, même si ils ne se forment pas à la médecine chinoise, de par leur le fait d'être imprégné dans cette culture depuis tout petit, il y a des choses, pour nous, c'est plutôt naturel. Mais pour les Occidentaux, ça peut paraître complètement, ce qui est normal, ça peut leur paraître invraisemblable. Vous savez, pour nous, la médecine traditionnelle chinoise, on voit que l'homme est un être vivant qui fait partie de l'univers. Mais tandis que pour la médecine occidentale, on trouve que l'homme, c'est un être isolé, séparé, comme un robot, une machine. Donc quand il y a une maladie, dans la médecine occidentale, il faut définir la maladie. Comme je disais, il faut trouver une lésion. Par exemple, ou bien une anomalie biochimique. Dans la médecine occidentale, il faut prouver. C'est une médecine de preuve, la médecine occidentale. Pour les soins, c'est un peu tout ce qui est antibactérien, anti-inflammatoire, antidouleur. C'est un combat, c'est un ennemi à battre. Lutter contre. Mais la médecine chinoise,
chinoise, c'est plutôt une Par médecine... exemple, une même situation comme les infections de Staphylococcus ou bien Streptococcus, dans les médecines occidentales, c'est la même chose, les antibiotiques. Mais pour nous, on a des médicaments différents pour des différentes individuels et patients et aussi différents temps. Mais le résultat est très bon, ça marche. Quel genre de traitement de maladie la médecine traditionnelle obtient des bons résultats? Ouais, des bons résultats. Pour quelle maladie aujourd'hui on irait voir un médecin chinois? Pour des connaisseurs, je dis connaisseurs, ça veut dire des gens qui connaissent bien les avantages de la médecine traditionnelle chinoise, on peut tout voir. J'en ai des patients à Shanghai qui me voient pour toutes sortes de maladies, toutes sortes de disconforts. On dit un bon docteur, un bon médecin de la médecine chinoise peut seul former une petite hôpital. Il y a un peu de priorité selon les différentes thérapeutiques en médecine chinoise. Par exemple, sur le problème plutôt traumatisme, problème articulaire, tendinite musculaire, c'est sur priorité, c'est le massage, le traînage ou acupuncture. Et acupuncture, il peut apporter aussi l'avantage sur le problème de dysfonctionnement, problème de système nerveux. Et si on parlait de pharmacopée chinoise plus large, on peut dire que ça peut presque couvrir 95% de pathologie. Et ça, c'est choisi quoi? Un côté, ça dépend un peu de l'esprit du patient. Aussi, ça dépend un peu de la pathologie. Quel bien le plus rapide, plus efficace? Il y a ce choix-là. Ouais. Et alors, la pharmacopée chinoise, Catherine, est-ce que vous... je voulais juste rajouter quelque chose. Et je pense aussi qu'en médecine, en fait, le gros plus de la médecine chinoise, c'est qu'on va pouvoir atteindre chez les gens, des fois, ce qu'on appelle, peut-être pas une maladie, mais on n'appellerait pas, enfin, en médecine occidentale, on dirait il n'y a pas de maladie, les bilans sont normaux, vous n'avez rien. Or, la personne souffre, elle est dans un inconfort, elle est dans un déséquilibre. Et là, souvent, on n'a rien à proposer en médecine occidentale. On n'arrive pas à expliquer non plus. On a éliminé le grave, on a éliminé telle maladie. On dit, vous n'avez pas de maladie, vous allez bien. Ce qui fait que les gens se retrouvent avec leurs symptômes de mal-être ou d'inconfort. Et en même temps, c'est très frustrant pour eux parce qu'ils ne sont pas reconnus par les médecins. Enfin, en gros, on les renvoie. Alors, allez voir le kiné, allez voir le psy, allez voir ceci, cela. Mais globalement, c'est pas pris en compte. Alors que ça, c'est un énorme plus de la médecine chinoise. C'est qu'on prend en compte le symptôme, même s'il ne correspond pas à une maladie en médecine occidentale. Et il devient quelque chose, il prend un sens. Et ce sens... ça, c'est fantastique. Je crois que c'est ce qui fait vraiment, ce qui émerveille l'esprit occidental, c'est tout à coup découvrir vraiment du sens, alors que nous, on est un peu sec, quoi. Vous savez, les notions chinoises nous permettent de voir des choses invisibles, voir les transformations. Par exemple, au cas de cancer, les docteurs de la médecine occidentale, ils ne le voient jusqu'à il y a un CT scanner, on trouvait un cancer. Mais le cancer n'est pas né d'un jour. Il y a une transformation. On ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, le cancer, on dit on le renvoie, tu n'as pas de problème. Dans ce cas-là, la médecine traditionnelle chinoise est très efficace pour éviter, pour une médecine de prévention. Une prévention, oui. Il y a un peu de sens selon diagnostic, voir l'évolution un peu plus avant que oui, parce que la médecine chinoise, on dit aussi sur le yang sheng, l'entretien de la vie, entretien de la vitalité, donc c'est presque tous les jours. Oui, aux cités interdit, on voit sur le panneau, on dit fu shi sheng yang. Ça veut dire cultiver la vie selon le temps. Comme ce que vous avez accentué, que la médecine chinoise cherche plutôt à trouver un équilibre dans le corps. Dans ce cas-là, comment on peut vérifier l'efficacité de la médecine traditionnelle chinoise? Par exemple, je pense surtout
à la pharmacopée chinoise, parce que ça pose problème, je crois, en Occident, la pharmacopée chinoise, parce que de par sa composition, on n'arrive pas à vérifier son efficacité, ou on a peur aussi des éventuelles toxicités. Comment aujourd'hui on peut vérifier son efficacité et comment lui rendre cette place, parce que la pharmacopée chinoise prend une place importante dans la médecine chinoise. Alors, évoluer l'efficacité des médicaments, la première chose, il faut savoir est-ce que les maladies de cette patient guérit, est-ce que ces pathologies c'est terminé. Comme ça, c'est la première chose, il faut c'est le patient qui montrer son problème fini. Bien sûr, il y a une partie, c'est par exemple si un patient qui vient consulter, son problème de pathologie, mal là, et après le traitement de pharmacopée chinoise, s'il n'existe plus, déjà cliniquement, on considère qu'il est guéri. Et puis, l'efficacité, on vérifie par l'analyse. Par l'image. Par exemple, si c'est présenté ou dit c'est une infection, bien sûr les patients présentent certains symptômes et aussi il y a dans l'analyse on présente l'anormal, c'est que le globule blanc qui augmente, tout ça. Et puis si après le traitement, l'analyse tout revient normal, ça c'est une vérification. Et l'image aussi, si on dit vous avez un calcul dans la vésicule lipulaire, au bout de quelques traitements, on refait l'échographie, le calcul ça n'existe plus, ça c'est vérification. C'est plus important, c'est vérification par les patients. Bien sûr, maintenant, c'est besoin de recherche plus profonde, peut-être rectifiée par laboratoire. Justement, alors nous avons rencontré un de vos stagiaires lorsque nous avons visité l'hôpital, qui se prépare à faire une thèse de recherche sur l'efficacité de la pharmacopée chinoise. Je m'appelle Thomas Dimer, donc je suis ingénieur. Et ça fait 2 ans que j'ai découvert la médecine chinoise. Le métier d'ingénieur, c'est un métier où finalement on se coupe assez facilement. Enfin, je travaille dans l'informatique aussi, et donc on parle à des machines. Et donc la médecine chinoise, ça permet de parler à des gens, de rééquilibrer un peu on va dire l'aspect vraiment technologie à l'aspect plus humain. La médecine occidentale enfin en Europe en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en Chine, où les patients rentrent dans un cabinet et 10 minutes après, ils ressortent. C'est-à-dire qu'ils sont... Finalement, la médecine occidentale en Europe, c'est un peu comme une machine. C'est-à-dire que le patient rentre, il reste un quart d'heure, il reçoit ses médicaments et il ressort. Alors que la médecine chinoise, du moins en France, je ne sais pas comment ça se passe en Chine, il y a une véritable... le patient est pris en compte, une véritable écoute du patient. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et beaucoup d'occidentaux apprécient cette écoute et l'efficacité aussi de la médecine chinoise. En France, on a une vision française de la médecine chinoise, alors qu'ici on arrive vraiment aux sources en fait, comment ça se passe vraiment à l'origine. Et puis ce sont les meilleurs médecins, ce sont donc c'est ici que la médecine chinoise se passe quelque part. Là, on est vraiment dans le contexte et on voit comment ça se passe. Voilà, c'est pas simplement des idées qu'on se fait, c'est la réalité du terrain. Je prépare en fait un projet de thèse de recherche sur un sujet de médecine chinoise. Je vais être dans un laboratoire de recherche en France qui est spécialisé dans des analyses assez poussées sur toute une série de choses assez pointues, des analyses notamment au niveau moléculaire, au niveau des atomes. Et donc en fait la médecine chinoise c'est une médecine très ancienne, très puissante et par contre aujourd'hui on a les moyens de vérifier que ce qui était dit autrefois et ce qui est encore utilisé aujourd'hui est vrai, et on a la possibilité de voir pourquoi est-ce que ça fonctionne en fait. Voilà, et donc je voudrais travailler là-dessus, c'est-à-dire savoir pourquoi est-ce que la médecine chinoise est aussi efficace. En Occident on a tendance à prendre uniquement l'effet actif en fait d'une plante, d'isoler l'effet actif. Et après dans mon laboratoire on a la possibilité de voir beaucoup de molécules en même temps en fait. C'est aussi ça l'intérêt du projet, c'est qu'on va pouvoir aller tester des combinaisons de choses, pas seulement se spécifier sur une seule molécule. J'ai vu qu'il y avait 4 mots pour dire la composition justement d'une ordonnance. Jun Cheng Zuo Shi. Alors Jun c'est empereur, Chen c'est ministre, Zuo c'est assistant, Shi c'est messager, ambassadeur. Donc je crois que c'est très important de savoir un peu leur rôle dans la pharmacopée chinoise, justement pour répondre à cette question sur la toxicité éventuelle de certaines herbes.
c'est fait la pharmacopée chinoise utilisée, c'est une idée, c'est quoi? C'est associer plusieurs choses qui trouvent l'effet global. C'est encore retourner l'idée globalité. Alors, pour une ordonnance, en général, il y a un des ingrédients ou deux des ingrédients s'appelle jun, c'est-à-dire c'est l'empereur. Et c'est lui qui joue le rôle principal. Et puis, il y a entre 2 et 4, c'est le rôle de ministre. C'est-à-dire, il a aidé l'empereur à régler les problèmes et pour contrôler tout. C'est-à-dire, accentuer l'effet, le rôle de président en même temps, régler tous les problèmes. Et puis, il y a ambassadeur, c'est envoyer l'effet plus spécifique sur l'endroit où il y a des problèmes. Mais en général, s'il y a un client qui fait ce rôle-là. Et puis celui d'assistant, c'est plutôt contrôle ce que vous avez, votre longitude, c'est-à-dire l'effet secondaire. Voilà. Quand il y a par exemple l'empereur, il y a une forte capacité, souvent aussi il peut avoir un effet secondaire. C'est le rôle d'assistant qui a baissé son côté d'inconvénient. Maintenant, les choses naturelles et très à la mode. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la nature est dangereuse. Il y a des toxiques, minéraux, végétaux, animaux. Le naturel, chose naturelle, n'est pas le synonyme de sécurité. Donc, personnellement, moi, j'ai des critères pour choisir les herbes. Généralement, je ne choisis pas les herbes qui ont déjà prouvé toxiques pendant les 3000 ans. Et secondement, je ne choisis pas l'herbe si la science le trouvait toxique. Parce que la science, la médecine scientifique est aussi une partie de la civilisation de l'être humain. Et troisièmement, d'après notre expérience personnelle, si il y a des herbes, on a des effets secondaires ou bien des toxiques, on ne l'utilise pas. C'est à deux mots, on choisit le moindre. Si le cas est très très difficile, par exemple au cas de cancer, on peut balancer, on peut choisir quelques herbes qui sont un peu toxiques, comme la chimiothérapie, c'est tout à fait toxique. Mais dans la plupart des cas, on n'en utilise pas. La médecine chinoise, c'est forcément un sujet très vaste, très intéressant. On ne peut pas mettre une demi-heure pour faire le tour. Donc j'espère qu'on pourrait avoir d'autres occasions de vous inviter chez nous à continuer à parler de la médecine chinoise. Pour finir, est-ce que, en une phrase, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs pour justement être en bonne santé? Alors, dans la vie quotidienne. Oui, un conseil, une phrase. Bouger, s'écouter. Bouger, s'écouter. Moi, je dis c'est équilibre. Équilibre. Suivre le cours de la nature. Suivre le cours de la nature. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. À la prochaine. À la prochaine. Après l'enregistrement de cette émission sur la médecine chinoise, nous apprenons que le prix Nobel de médecine 2015 a été attribué à 3 scientifiques engagés dans la lutte contre les maladies parasitaires, dont Madame Tu Youyou, première scientifique chinoise à recevoir le prix Nobel. Ce prix est une reconnaissance pour la découverte de l'artémisinine, issue d'une plante connue dans la pharmacopée traditionnelle chinoise depuis des millénaires. L'artémisia annua, en chinois Qinghaosu, est recensée dans le texte de Ge Hong, un médecin chinois et alchimiste du IVe siècle. Sa transformation par la science biomédicale a permis la mise au point d'un traitement efficace contre le paludisme. La diffusion dans le monde entier du médicament issu de ces recherches, en particulier dans les pays en développement, a permis de sauver des millions de vies.